Bonjour tout le monde et bienvenue à cet événement Perspective Quantum, le numéro 6, ayant pour thème comment financer son projet quantique. Alors, je me présente, professeur Nicolas Godbout de Polytechnique et directeur de l'INTRIC, l'Institut transdisciplinaire d'information quantique. Donc, on a organisé cet événement en collaboration entre différents regroupements, donc l'ISEC, l'INTRIC, le COPL, Centre d'optique photonique et laser, Québec Quantique, Optonique et Numana. Et donc aujourd'hui, nous avons un événement un peu spécial qui s'intéresse pas tout à fait à l'aspect technique ou à l'aspect technologique des technologies quantiques, mais vraiment plutôt du financement. Donc, on avait récemment fait un événement similaire, un petit peu plus axé vers les chercheurs, le milieu des chercheurs. On reprend l'événement une deuxième fois, cette fois-ci avec un angle un petit peu plus vers les entreprises. Donc, on va avoir une belle brochette d'invités. Aujourd'hui, on va avoir des représentants donc, de plusieurs RSRI. Enfin, on va avoir une présentation des RSRI, des regroupements sectoriels de recherche industrielle, des programmes MITAX, de la Banque de développement du Canada et aussi des conseils pour qui touchent les crédits d'impôt dont les entreprises, pardon, dont les entreprises peuvent bénéficier. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre première présentatrice, donc Holly Gourbaki, qui va nous faire un portrait des différentes sources de financement qui sont disponibles pour les chercheurs, pour les industriels, les recherches partenariales. Elle va nous dresser un bon portrait. Qui travaille au bureau de la recherche et centre de développement technologique de Polytechnique Montréal. Et sur ce, je te donne la parole, Holly. Merci, Nicolas. Je vais... Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, très bien. Bon, merci beaucoup. Je suis contente d'être là. C'est ça, je vais présenter aujourd'hui les financements des recherches universitaires. Ça va être un aperçu de ce qu'il existe. Il y a des financements qui sont actifs maintenant. Il y a d'autres qui, la date limite est passée, mais c'est vraiment un survol pour voir qu'est-ce qui est là. Donc, je commence. Je vais commencer avec les financements spécifiques aux technologies quantiques. Après, les financements avec un volet sur les technologies quantiques. Je vais finir avec les financements habituels que vous connaissez déjà peut-être et les programmes de financement pilote. Donc, le premier, c'est entre le CRS-1G et la Commission européenne. C'est sous la bannière Horizon Europe. Et c'est pour soutenir les collaborations entre l'UE et le Canada. L'objectif, c'est les projets devront être dans les domaines d'intérêt mutuel, donc informatique et la simulation quantique, la mise en réseau et la communication quantique, etc. La date limite de cela est déjà passée, mais les propositions, il fallait qu'ils portaient sur les enjeux technologiques et sociétaux mentionnés sur leur site Web. Et l'idée, c'est de progresser les technologies d'un TRL 1 ou 2, c'est le niveau de maturité, à un TRL 2 ou 3. Le financement était assez intéressant, c'était 2 millions de dollars pour le CRS-1G, mais assez limité parce que le budget total était 6 millions. Et la durée suggérée, c'était 3 à 5 années. Le deuxième, qui est spécifique aux technologies quantiques, c'était un programme en 2020 avec le Canada et le Royaume-Uni. Le financement maximum était de 400 000 $ par projet avec une durée de 1 à 3 ans. Il n'y a pas de plan actuel pour continuer le programme pour l'instant. Et quand j'ai contacté les CRS-1G, ils m'ont référé au
au programme que je viens de mentionner, le Horizon Europe. Les prochains financements sont avec un volet sur les technologies quantiques. Il y a plusieurs de MITAX. Le premier, c'est un nouveau programme, Accélération Explore. C'est vraiment pour évaluer les besoins de recherche d'une organisation. Donc, c'est les projets de courte durée avec un chercheur, partenaire et stagiaire. Et c'est les stages de 8 semaines à temps plein ou 16 semaines à temps partiel. Le stagiaire reçoit 6 000 $, c'est 3 000 du partenaire et 3 000 de MITAX. Et ce qui est intéressant, c'est l'approbation est rapide. C'est seulement 2 à 3 semaines. Si ça va bien, ils peuvent continuer à collaborer avec une autre bourse de MITAX. Les demandes sont acceptées en tout temps pour ce financement. Le prochain, c'est les programmes Global Link. Ça permet des participants de faire des stages internationaux, soit hors du Canada ou les étrangers de venir ici au Canada. Il y a 3 sous-programmes pour les différents niveaux d'étudiants. Et en particulier, il y a une bourse de recherche Global Link avec un appel thématique en informatique quantique. Cela, c'est une bourse de recherche de 6 000 $ et c'est pour un projet de 3 à 6 mois avec la date limite est le 1er décembre. Le prochain, c'est un nouveau de cet automne. Je viens d'apprendre. C'est assez intéressant. C'est le MITAX Élévation et c'est une bourse postdoctorale de 2 ans. Et la subvention, c'est de 80 000 $ et c'est par année. Et c'est au lieu de 60 000, c'est cet automne, l'appel est plus intéressant. Le minimum que le postdoctorat va recevoir, c'est 70 et on a l'option d'avoir 10 000 $ pour les coûts de recherche. Dans ce cas, les partenaires versent 40 000 $ par année et il paraît aussi que pour un temps limité, les PME et les organisations sans but lucratif ne paient que 25 % des coûts de la bourse pour les 2 ans. Donc, les demandes sont acceptées à partir de la fin de novembre et la date limite est le 19 janvier. Donc, cela, c'est assez intéressant. Le Conseil national de recherche Canada, le CNRSC, ils ont des financements aussi. Comment ça marche avec le CNRSC? C'est qu'ils ont plusieurs centres de recherche qui ont des projets. Donc, il faut vraiment voir les centres de recherche qui vous intéressent et voir les projets et les contacter. Sinon, il y a aussi plusieurs programmes de subvention. Un des programmes, c'est le programme DEFI. Pour l'instant, il y a quelques-uns qui s'appliquent au quantique. Ils ont les informatiques quantiques appliquées, Internet des objets, capteurs quantiques et le réseau sécurisé à haut débit. Donc, maintenant, si vous allez sur le site web, ils cherchent des collaborateurs pour ces programmes. Il y a aussi le programme photonique quantique appliqué à la détection et à la sécurité. Ce programme est plus avancé, développé et je pense qu'ils cherchent plutôt les utilisateurs de la recherche. Mais le site web est là pour le voir. Et vraiment, si vous voulez travailler avec le CNRC, c'est de trouver un centre ou un programme et contacter le responsable. L'Agence spatiale canadienne, ils ont un programme VIT 2021. La date vient de passer, mais c'est les projets liés à une discipline de recherche et une priorité de recherche de l'ASC. Parmi les disciplines de recherche, il y avait cette année la technologie spatiale innovante qui aurait pu être intéressant pour les technologies quantiques. Il y avait 3 catégories de financement avec une durée de 1 à 3 ans. Le ministre de la Défense nationale offre aussi des programmes. C'est leur programme ID. Comment ça marche? Ils ont beaucoup de défis variés. Ils offrent un financement jusqu'à 200 000 $ pendant jusqu'à 6 mois.
Et s'il y a des solutions qui fonctionnent bien, il y a des possibilités de financement supplémentaires jusqu'à $1 million pour jusqu'à 1 an. Les dates limites varient selon les défis, mais il y avait un défi antérieur sur les technologies de détection quantique et il y a actuellement 9 projets financés pour ce défi maintenant. Donc, le site web est là pour chercher les défis. Maintenant, je vais parler des financements habituels. Je vais aller assez vite ici parce que vous connaissez déjà peut-être les programmes. Il y a Alliance ou Alliance Accélération. C'est le financement avec les partenaires de toute taille et tout secteur. C'est des subventions de 20 000 à 1 million de dollars de 1 à 5 ans. Et le CRSNG offre les partages de coûts avec les partenaires d'un ratio de 1 à 1 ou 2 pour 1. Le programme OIR, c'est les programmes d'outils et d'instruments de recherche qui appuient l'achat des appareils de recherche. La date limite vient de passer pour cela, mais le financement maximum était de 150 000 pendant 1 an. Les subventions à la découverte, tous les bureaux de recherche sont dedans maintenant. La date limite est le 1er novembre. C'est pour financer les programmes de recherche jusqu'à 5 ans total. Et il y a tout un nouveau programme. Je l'ai mis ici avec les financements habituels, mais c'est tout nouveau. Je viens d'apprendre ça la semaine dernière. C'est une mission d'alliance. L'idée, c'est ça vise à trouver des solutions à des grands défis techniques et scientifiques extrêmement importants pour l'économie canadienne. Et je pense qu'il vise vraiment la recherche importante parce que tous les coûts de recherche vont être payés par le CRSNG. C'est 100 000 à 500 000 $ par année pendant 2 ans. Et même si les partenaires sont requis et ils doivent être impliqués dans le projet, ils ne doivent pas verser de l'argent dedans. Ils acceptent les demandes maintenant et la date limite est le 30 novembre. Donc, c'est assez intéressant. Du FRQ, il y a plusieurs financements. L'établissement de la relève professorale, c'est un soutien aux professeurs en début de carrière. La date limite est passée, mais le financement est de 20 000 à 30 000 pendant 2 années. Les projets de recherche en équipe, c'est un financement maximum de 60 000 $ pour un maximum de 3 ans. Cela, il n'y avait pas de concours les 2 dernières années, donc on n'est pas certain si ça va continuer, mais c'est quelque chose à surveiller. Il y a aussi le programme Audace qui soutient des recherches audacieuses et des démarches intersectorielles. Donc, ça prend des chercheurs d'au moins 2 des 3 grands secteurs du FRQ. Cela, c'est un maximum de 100 000 $ avec une durée d'1 an. Plusieurs programmes de MITAX, accélération, c'est programme de stage standard et grade, dépendant du nombre de stagiaires. Il y a aussi les bourses accélération pour financer toutes les études de maîtrise ou doctorat ou postdoc. Le MITAX élévation, comme on a vu tantôt avec le domaine quantique, il y a la bourse postdoctorale et aussi les stages de stratégie d'entreprise qui financent les projets de 4 mois axés sur le développement et l'innovation. Maintenant, le comité de coordination de la recherche au Canada, ils ont 2 programmes. Le Fonds Nouvelles Frontières en recherche, ces programmes sont vraiment interdisciplinaires, internationaux. Ils sont à haut risque et haut rendement, mais ils sont vraiment, les gros finances, c'est des 2 millions à 4 millions de $ par année jusqu'à 6 ans. Et le prochain concours, c'est la transformation. La date d'intention, c'est pour le 2 novembre. Après ça, c'est une lettre d'intention qui est due pour le 11 janvier et les demandes sont sur invitation seulement et c'est prévu pour le septembre 2022. Ils ont aussi le programme des chaires de recherche du Canada
Et avec cela, c'est les établissements qui ont un certain nombre de chaires et c'est eux qui soumettent les nominations au programme. La Fondation canadienne pour l'innovation, ils offrent les financements d'infrastructures. Les deux sont les fonds des leaders, John R. Evans, et les fonds d'innovation. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, ils ont aussi le programme de soutien aux organisations de recherche et d'innovation, les PSO, le site web pour avoir plus de détails. Cela, c'est un programme entre la France et le Québec. C'est le programme Samuel de Champlain. C'est un financement maximum de 30 000 $ pour la partie québécoise et ça dure 2 ans. La date limite vient de passer aussi en septembre. Et on a 2 programmes de financement pilotes. Les dates limites sont passées et la récurrence est incertaine, mais on peut surveiller pour voir si ça revient. Le premier, c'est du FRQ, c'est le programme de chaire de recherche en partenariat public-privé. Et c'est pour soutenir le partenariat entre les entreprises privées et les universités québécoises. Cela, c'est particulier parce que les contributions institutionnelles sont requises. Donc, il faut avoir l'appui de l'université. Et le deuxième, c'est le programme NOVA avec le CRSNG et le FRQNT. C'est pour les chercheurs et chercheuses en début de carrière avec un montant maximal de 75 $ par année et une durée maximale de 3 ans. Donc, j'ai fait ça assez rapidement pour montrer qu'il existe pas mal de financements. Je vous invite de contacter votre bureau de recherche ou des représentants de MITAX pour avoir plus d'informations sur tous des financements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Harley. Donc, je vais inviter les membres de l'auditoire. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans l'onglet questions-réponses ou dans le chat. Moi, je vais commenter que j'ai encore appris des choses aujourd'hui. J'ai appris l'existence de nouveaux programmes. Donc, c'est un bon travail exhaustif. Puis peut-être que la question va revenir aussi si c'était possible de rendre disponible la présentation, les planches de la présentation, puisque ça constitue un document de référence vraiment précieux avec les liens. Oui, pas de problème. Ben, merci beaucoup. Et on voit un message de félicitations dans l'onglet ici. Merci encore une fois, Ali. Et donc, on va passer à notre prochaine présentation. Donc, on va accueillir maintenant Ginny Plourde qui va nous parler de 2 RSRI, les Prompt et Prima, qui sont tous les 2 assez proches des technologies quantiques et qui va nous parler aussi de certains programmes du MEI, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et donc, j'accueille Ginny, je te cède la parole. Merci, Nicolas. Ça me fait plaisir d'être là. Merci à toute l'organisation, à l'ISEC et à toute l'organisation, ses partenaires, de nous laisser la chance de venir détailler un petit peu plus un programme parmi ceux que Oli nous a parlé là, précédemment. Alors, je vais y aller avec mon partage d'écran. En mode présentation et non présentation. Ouais. Le présentiel, ça va attendre encore un peu. Je pense qu'on a tous hâte, hein? Oui. Je clique, mais je sais qu'il y a un petit délai. Bon. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Merci. Parfait. Alors, je vais vous présenter 2 RSRI, donc Prompt au niveau des technologies, puis Prima. Puis vous allez comprendre là, un petit peu plus tard pourquoi on est ensemble pour ça. Donc, j'ai dit d'entrée de jeu RSRI. Donc, un RSRI, c'est un regroupement sectoriel pour la recherche industrielle. Vous voyez un peu là, notre expertise, qu'est-ce que l'on fait. Donc, beaucoup du maillage au niveau des partenaires industriels et académiques. Industriel, ça peut être PME aussi, ça peut être des startups aussi.
Je ne suis pas toute seule là-dedans. On est 9 frères et sœurs. Vous voyez les logos là, tous en bas de la page. Donc, vous voyez évidemment Prima, mon collègue Sébastien qui est avec nous aujourd'hui ici. Le CRIAC, par exemple, qui sont au niveau de l'aérospatiale, MedTech, au niveau de la santé, santé connectée, santé. Donc, on a tous chacun nos créneaux. Puis, je vais vous décrire un petit peu plus là, dans le détail, qu'est-ce que Prompt et Prima ont fait. Alors, pour le quantique, parce que c'est bien de ce dont on parle aujourd'hui, pour le quantique, Prompt va être plus au niveau, évidemment, des développements d'ordinateurs quantiques, les logiciels, les langages de programmation, les algorithmes, tout ce qui est communication aussi, donc le cryptage, l'Internet, les réseaux, la photonique quantique. Puis au niveau Prima, bien évidemment, c'est plus au niveau des matériaux, les développements et simulations de nouveaux matériaux, des dispositifs aux propriétés quantiques là, innovantes, des dispositifs, donc vous avez là, un peu là, les créneaux là, dans lesquels l'un et l'autre, on peut s'amuser. Le quantique, probablement que vous en savez plus que moi, des exemples d'application du quantique. J'en nomme quelques-unes ici. Donc, les sciences de la vie, de la santé, développement de médicaments, ça peut être au niveau du développement durable, le transport, la défense, stockage de données, évidemment, la gestion de l'énergie. Alors, il y en a vraiment certainement beaucoup d'autres, certainement encore qui sont peu connus aussi, mais actuellement, c'est les créneaux dans lesquels on peut s'impliquer. Alors, moi, je vais vous parler, oui, de financement, mais pour parler financement, il faut parler de recherche et développement collaboratif, l'innovation collaborative. Qu'est-ce que c'est ça, cette belle bébête-là? Alors, l'innovation collaborative, ça nous prend 2 joueurs principaux. Ça nous prend une ou des PME. J'ai mis Startup parce que Startup est admissible pour ce programme-là aussi. Et un centre de recherche public. Ça peut être un centre de recherche universitaire, bien sûr, mais ça pourrait être un centre de recherche collégial aussi, dont les fameux CCTT qu'on est tellement chanceux d'avoir au Québec. Donc, ça peut être un centre de recherche qui est reconnu aussi. Donc, pour avoir un projet d'innovation collaborative, ça nous prend ces 2 partenaires-là. Alors, le programme quantique, pardon, se découle en 2 volets de financement. On a le volet pour la recherche collaborative, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et on a un volet innovation en entreprise. Donc, 2 entreprises, ça peut être une entreprise, une PME et une start-up, 2 entreprises qui font eux-mêmes leurs demandes. Les sous vont à l'entreprise, contrairement au modèle collaboratif où la subvention, le financement va à l'équipe de recherche, aux partenaires académiques. Donc, 2 volets, un modèle collaboratif et un volet entreprise. Je vais vous expliquer comment ça se décrit tout ça. Alors, le volet chercheur, on peut aller chercher un financement public jusqu'à 60 du coût total du projet. Ensuite de ça, on a un projet qui peut aller jusqu'à un maximum de 1 million. C'est nouveau pour cet appel à projet-là. Le ministère a réajusté là, un petit peu là, ses maximums de projets. C'est une bonne nouvelle parce qu'on était à 750 000 en début d'année. Ils nous ont mis ça à 1 million. Alors, c'est une bonne nouvelle. Le volet entreprise, donc, c'est 50-50. Donc, pour chaque dollar qui sera investi par l'entreprise, il y aura un dollar qui sera investi par le ministère de l'Économie et de l'Innovation jusqu'à une hauteur, justement, d'un projet d'un coût total de 1 million. L'appel à projet est présentement ouvert. La fermeture là, est le 30 novembre. Alors, j'ai un petit exemple de calcul. Je vous ai dit des pourcentages vite, mais j'ai quand même j'ai fait l'exercice de vous présenter un peu qu'est-ce que ça peut donner en chiffres. Donc, pour un volet collaboratif, dépendant, la TRL n'a pas d'importance, donc le chercheur doit quand même là, donner une TRL de départ, mais il n'y a pas de différence là, au niveau du financement du projet en fonction de la TRL. Donc, TRL de 2 à 6. L'entreprise va mettre un 20 de cash. En fait, c'est 40 dont la moitié peut être en nature, donc 20 20 Si vous regardez mon exemple 1,
j'ai fait l'exemple avec un 50 000. Donc, 50 000, 50 000. À ce moment-là, Prompt ou Prima peut mettre jusqu'à un 100 000 dans le projet. Puis, vous pouvez cofinancer, compléter le financement pour aller chercher votre maximum de 60 jusqu'à 50 000 là, dans cet exemple-là. Ça pourrait être du MITAX, ça pourrait être du CRSNG, ça pourrait être tout autre fonds là, dont Oli a parlé tout à l'heure, par exemple, en autant là, que ça ne soit pas là, dans le même ministère que le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je vous ai calculé un petit exemple aussi pour aller chercher le maximum. Donc, un projet de 1 million, ça ressemble à quoi comme investissement? Donc, 200 000 du côté de l'entreprise, en argent et en nature. Prima Prompt peut mettre jusqu'à 400 000. Et à ce moment-là, vous avez un cofinancement là, public là, de 200 000 qui peut être possible. Évidemment, le cofinancement public n'est pas obligatoire, mais si vous voulez maximiser l'investissement public dans le projet, ben, c'est le scénario là, maximum qui peut être fait. Alors, si on y va au volet 4, le volet entreprise, donc minimum 2 entreprises, PME, start-up. Alors, c'est assez simple, là, les 2 entreprises investissent un certain montant. Ce n'est pas obligé d'être du 50-50, ça pourrait être pas nécessairement égal, là, la répartition entre les 2 entreprises. Mais le coût le total de l'investissement de l'entreprise, donc on fait x2 là, pour la portion Prima ou Prompt. Donc, vous avez là, les 2 cas de figure, encore une fois, avec un projet de 200 000 et un projet là, d'1 million. Alors, l'appel à projet en technologie quantique, elle est ouverte dès maintenant. La fermeture le 30 novembre. Donc, on peut accepter les demandes de financement jusqu'au 30 novembre. Moi et Sébastien, on est en ligne. On va être dans la salle de réseautage à la fin, sans problème, à la table Prima Prompt. On est là pour vous accompagner avec vos demandes de financement, pour vous aider à y voir clair. Je vous ai donné plein de pourcentages et tout ça. Donc, on est là pour vous aider là, sans problème à vos questions. Merci beaucoup, Jenny. Encore une fois, on peut prendre quelques secondes s'il y a des questions dans l'onglet questions-réponses maintenant. Ou sinon, vous pouvez suivre l'invitation de Jenny. Et puis, on rappelle qu'à la fin des présentations, nous allons réactiver le mode réseautage par table. Et donc, vous pourrez continuer à discuter entre vous et puis avec nos présentateurs. Alors, merci encore, Jenny. OK, notre prochain présentateur, donc, est Marc-Antoine Bédard, qui est directeur de développement des affaires chez MITAX et qui va nous parler donc de façon bien informée des programmes de MITAX. Alors, Marc-Antoine, je te cède la parole. Parfait, merci beaucoup Nicolas. Je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez le tout. Un instant, on met ça en plein écran. Est-ce que là, vous ne le voyez pas en plein écran, c'est ça? Non, pas encore. Je vais avoir besoin d'un ordinateur quantique. Ah, ça vient d'apparaître, c'est correct? Ah, mais là, c'est bon, c'est parfait. C'est bon? Excellent. Bien, je suis très content d'être ici parmi vous. Je m'appelle Marc-Antoine, je suis directeur de développement des affaires pour MITAX. Et là, je sais qu'aujourd'hui, vous avez eu et vous allez continuer à avoir beaucoup d'informations sur différents programmes de subvention, différents organismes. S'il y a une chose que vous devez retenir de MITAX, c'est que nous, on est là pour supporter l'innovation des entreprises. Donc, associez vraiment MITAX à innovation, puis le reste, on va se débrouiller. Vous pourrez me contacter. Là. Donc, je vais vous parler très, très brièvement, en fait, de qui est MITAX et de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour votre entreprise. Et vous allez voir que moi, ce que j'ai à vous dire, ce n'est pas nécessairement orienté uniquement vers le quantique, mais c'est orienté davantage vers l'innovation en général. Donc, MITAX, pour l'histoire courte, est un OBNL qui a été créé en 1999 à Vancouver et qui a pour mission, comme je viens de le dire, de soutenir l'innovation en favorisant des projets de recherche collaborative. Pour nous, des projets de recherche collaborative, ça va toujours impliquer au moins 2 partenaires, c'est-à-dire un partenaire industriel, donc une compagnie qui a un désir, qui a un projet d'innovation, et un partenaire académique qui, lui, va se subdiviser en 2, où on a un professeur qui va superviser le travail de recherche et un étudiant
qui, lui, va effectuer le travail de recherche au compte de la compagnie. Cet étudiant-là, il peut être du niveau cégep à aller jusqu'à post-doctorant. Donc, vous avez vraiment accès à une main-d'œuvre qui est très diversifiée, qui peut être extrêmement qualifiée dans son domaine. Une des choses qui est importante aussi à savoir, c'est que Mitax est financé par les 2 paliers de gouvernement et donc nos services sont gratuits. Donc, n'hésitez absolument pas à abuser de nos services. On est là pour ça. On est payé pour accompagner les entreprises et les chercheurs universitaires à favoriser l'innovation. Justement, quand on parle d'innovation, on sait qu'il y a plusieurs freins sur le terrain pour pouvoir mettre en branle des programmes d'innovation, des projets d'innovation. Un de ces, et c'est exactement là où Mitax va essayer d'intervenir pour vous accompagner là-dedans, pour vous alléger la tâche, pour vous rendre la vie plus facile, puis pour vous pouvoir permettre d'aller plus loin avec vos projets d'innovation. On peut penser, par exemple, au manque d'expertise à l'interne ou encore au manque de temps. À ce moment-là, Mitax va répondre avec la solution suivante, c'est que nous, on va vous mettre en contact avec les meilleurs chercheurs du domaine qui vous intéresse, en quantique par exemple, partout au Canada, qui vont pouvoir être en mesure de s'asseoir avec vous, de regarder vos projets et de vous appuyer dans vos projets d'innovation pour que les compagnies puissent demeurer compétitives. En gros, là, autrement dit, c'est que, bien évidemment, avec votre collaboration, avec votre supervision, l'équipe du chercheur va travailler sur votre projet pendant que vous pouvez continuer à travailler sur des projets qui sont en parallèle. Donc, vous avez un projet d'innovation qui avance un peu pas de façon indépendante, mais qui avance très bien par ses propres moyens. Un autre des facteurs très importants qu'on voit qui va freiner l'innovation, c'est évidemment le manque de budget. Ça, on se le fait dire très fréquemment. Et là, ici, la solution que Mitax va apporter, c'est qu'on va financer votre main-d'œuvre à la hauteur de au moins 50%. Et quand je dis financement de la main-d'œuvre, c'est vraiment de la subvention que nous, on va octroyer aux étudiants qui vont travailler sur votre projet. Donc, ce n'est pas un prêt et vous n'avez pas à rembourser ce qui va être octroyé par Mitax à votre projet. Il y a 2 types de projets qu'on va supporter. Et là, je remercie Oli qui a parlé, notre première conférencière, qui a parlé en long et en large des projets de Mitax. Je pense en fait qu'après la conférence, je vais pouvoir lui offrir un poste chez Mitax parce qu'elle connaît les programmes encore mieux que moi. Moi, je vais rester très, très macro là, dans la définition des programmes. Donc, il y a 2 types de programmes qu'on va supporter chez Mitax. Les premiers projets, c'est des projets vraiment qui vont impliquer de la recherche. Et là, quand on parle de recherche, on n'est pas obligé d'avoir un TRL élevé, on n'est pas obligé non plus d'avoir un département proprement parlé de recherche et développement. En fait, et c'est tous les secteurs qui sont confondus. Donc, que vous soyez en sciences quantiques, en marketing, en comptabilité ou en biotechnologie ou en intelligence artificielle, nous, dès qu'il y a de l'innovation, dès qu'il y a un défi d'innovation, on est preneur de ce projet-là, puis on va vous supporter, puis vous financer là-dedans. L'objectif ici, c'est vraiment donc d'accélérer vos projets d'innovation et penser, par exemple, à améliorer la technologie que vous avez déjà, à développer des nouveaux processus, que ce soit des processus administratifs ou des processus davantage opérationnels, ou encore faire une preuve de concept ou n'importe quoi d'autre qui va impliquer de l'innovation. Nous, on est là pour vous aider. Un projet, par exemple, qui me passe en tête, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à une compagnie qui, eux autres, font du recyclage de pneus. Donc, ils reçoivent tout pêle-mêle un paquet de pneus qu'ils doivent trier pour pouvoir être en mesure, là, ils ont certaines catégories, ils doivent trier ça, et doivent trier les pneus en fonction de différents critères. La grosseur, la marque, le type de pneu, est-ce que c'est un pneu de voiture, est-ce que c'est un pneu d'autobus, est-ce que c'est un pneu d'hiver, c'est un pneu d'été. Il y a plusieurs critères, et actuellement, ils font leur tri à la main. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très long. C'est très laborieux, c'est coûteux aussi. Des fois, il y a des problématiques de blessures parce que les employés vont se blesser, vont tourner un peu du croche, vont se faire un tour de rein. Et donc, ils m'ont appelé, puis ils ont dit, Marc-Antoine, est-ce qu'on pourrait, par exemple, combiner l'intelligence artificielle avec une vision caméra, puis une espèce de bras robotisé pour être en mesure de pouvoir avoir un tri qui est beaucoup plus facile, qui est déjà fait par la machine. Donc ça, c'est un type de projet qui est possible chez nous. Mais comme je vous dis, tant que vous avez des projets d'innovation, ça va passer aussi chez nous.
Le deuxième type de projet qu'on va supporter, c'est des projets qui sont davantage orientés vers le développement des affaires. Et ici, ça n'implique pas de recherche. Donc, pensez davantage à ce qui va faire progresser la stratégie de votre entreprise. On veut vraiment développer une stratégie pour que l'entreprise soit en mesure de croître ou de mieux comprendre son environnement. Ayant en tête ici les différents départements, par exemple, des écoles de commerce ou encore des écoles de droit. Donc, tout ce qui va être études de marché, refonte de site web, stratégie d'exportation, nouvelles stratégies de communication ou marketing. Donc, des choses qui peuvent vous prendre et vous amener un peu plus loin dans votre développement stratégique. On est aussi là pour vous supporter dans ce genre de projet-là. Dans les deux cas, la durée minimum d'un projet est de 4 mois et la contribution minimum que la compagnie doit fournir est de 5 000 $. Et nous autres, on va avoir un levier financier de 1 pour 1. Donc, votre 5 000 va devenir 10 000. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Mitax va vraiment s'adapter à vos besoins, peu importe l'envergure ou la portée du projet. Vous pouvez avoir un projet qui est très petit, qui va vous coûter 5 000 $ et qui va être pour 4 mois, ou vous pouvez avoir un projet d'une ampleur beaucoup plus grosse, avec, par exemple, un budget de 250 000 $, 8 étudiants au postdoc, et puis quelque chose qui va s'élaborer, un projet qui va s'élaborer sur 2 ans et demi. Donc, on va vraiment travailler avec vous, avec l'équipe de chercheurs, pour être en mesure d'avoir un projet qui convient à vos besoins, qui convient à vos capacités de payer, puis qui convient vraiment à vos besoins. Quand j'ai parlé aux organisateurs de la conférence aujourd'hui, ils m'ont mentionné, Marc-Antoine, est-ce que tu peux parler un petit peu plus du programme Exploration? Oli en a déjà fait un peu mention, mais je vais revenir dessus parce que c'est un programme qui va cibler en partie le quantique. C'est un programme qui est un petit peu, c'est un programme pilote chez nous, et donc il va cibler 5 secteurs: intelligence artificielle, sciences quantiques, cybersécurité, affaires autochtones et technologies propres. Et le but ici, c'est vraiment de faire une cartographie, de faire un diagnostic de certaines problématiques, de comprendre mieux son environnement, par exemple dans les sciences quantiques. L'exemple qu'on pourrait donner ici, concret, d'un projet avec le programme Exploration, ce serait par exemple de faire une évaluation de ce qui pourrait être réglé grâce au quantique et voir si les conditions qui sont propices à la réalisation de ce projet-là sont présentes ou pas. Donc, ici, on veut vraiment explorer notre environnement et comprendre mieux notre environnement. La livrable ici qu'on a, c'est un rapport de recommandation. Et c'est de type consultation. La façon dont on peut le voir, c'est qu'on peut voir que l'étudiant est un peu un consultant junior et le professeur qui va le superviser est le consultant senior. Comme Oli l'a dit, c'est un coût de 6 000 $ et c'est assumé à 50 % par Mitax et à 50 % par la PME. S'il y a des chercheurs qui sont parmi vous qui ne connaissent pas beaucoup Mitax, sachez que le chercheur, son équipe de recherche, n'a absolument aucun frais à dépenser pour aucun de nos programmes. Donc c'est l'entièreté prise par Mitax et par la compagnie à 50 % au moins. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. 3 choses à retenir de ma présentation. Mitax est là pour supporter vos projets et vos défis d'innovation. Mitax a un levier financier de 1 sur 1, de 1 pour 1. Et bien évidemment, et probablement surtout, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous aimeriez mieux comprendre, vous pouvez me contacter. Voici mon adresse. Je pense qu'on va pouvoir vous transférer après la présentation, la présentation PowerPoint. Et de toute façon, moi, je vais être à la table Mitax pour le réseautage un petit peu plus tard quand la présentation va être terminée. Voilà, on se doit toujours aussi de remercier nos partenaires financiers, donc les provinces et le gouvernement fédéral. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Et j'ai encore appris des nouvelles choses, malgré de connaître Mitax depuis bien des années. J'ignorais, par exemple, que vous faisiez aussi du développement des affaires. Donc, voilà, c'est tout nouveau. Donc, ça fait une offre assez complète d'accompagnement en termes d'innovation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, notre prochain invité est Charles Espérance qui va nous parler de fonds Deep Tech et qui va nous dire quelques mots aussi sur les études faites par la BDC, la Banque de développement du Canada, sur les marchés et technologies quantiques.
Et donc, Charles, je vais t'inviter à activer ta caméra, ton micro. Salut, désolé, je pensais que ça se faisait automatiquement. Ah, non, 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 cette partie-là est manuelle, C'est malheureusement. bon. Je vais partager mon écran. Moi, si ça fonctionne, parce qu'une fois que ça passe en full screen, je perds l'écran. Tout est bon? Oui, tout est bon. Super. Merci. Donc, écoutez, je vais essayer de faire ça assez rondement aujourd'hui, mais je suis ici pour parler des tendances en investissement, donc surtout du point de vue de l'industrie du capital de risque pour le quantique. Puis aussi essayer de donner un aperçu en même temps de certaines considérations qui pourraient être prises en compte quand vous pensez à financer votre entreprise qui est active en quantique. Donc, très rapidement, moi, je suis Charles Espérance, je suis un des associés dans le nouveau fonds de Deep Tech de la BDC. Donc, on est un fonds de 200 millions, des séries A, on est actif à travers le Canada. Nos secteurs d'intérêt sont le quantique, photonique, électronique, puis ce qu'on appelle l'intelligence artificielle fondamentale. Puis, nous, on finance des entreprises qui sont basées sur des découvertes scientifiques importantes. Donc, des entreprises qui ont vraiment le potentiel d'offrir un gain de performance de 10 fois ou de 100 fois par rapport à ce qui est présentement disponible sur le marché. Donc, rapidement, je vais commencer par établir, je pense que le quantique a définitivement frappé l'imaginaire collectif dans les dernières années. On a vu beaucoup d'annonces sortir. Il y a maintenant de plus en plus d'intérêt, même au niveau des marchés publics, pour le quantique avec l'arrivée de IonQ, de Rigetti. Puis on parle d'entreprises qui sont présentement en train de lever des centaines de millions de dollars. Donc, le quantique est devenu un peu mainstream. Les gens ne savent pas nécessairement ce que c'est, mais en ont définitivement entendu parler. Par contre, je pense que pour la majorité des entreprises quantiques, la réalité, c'est que quand vous allez au marché, vous essayez de chercher de l'argent. C'est pas comme si des centaines de millions allaient venir à quiconque est actif en quantique. Donc, j'essaie de réconcilier un peu peut-être ce qui se passe. Fait que, très rapidement, nous, la façon qu'on y pense, je pense ce qui est bien reflété dans la communauté d'investissement, c'est que la définition du quantique que la majorité des gens ont adopté, je crois, est un petit peu flexible. Donc, on n'est pas très formel sur ce qui est quantique 1.0 versus 2.0. Je pense qu'on regarde beaucoup tout ce qui est optoélectronique de prochaine génération qui utilise des effets quantiques pour donner des avantages de performance très significatifs par rapport à ce qui existait auparavant et d'intérêt pour nous. Donc, ça, je crois que c'est une définition qui est assez bien acceptée présentement dans le comité d'investissement. Puis, ça veut dire, ça donne un peu de flexibilité. Si vous vous posez la question, est-ce que je suis quantique ou non, je pense qu'en bout de ligne, ce n'est pas tellement critique comme question, puis vous pouvez arriver à la réponse qui fonctionne mieux pour vous. L'industrie du quantique peut être à peu près segmentée en 3 gros blocs. Puis, je vais les présenter en termes d'ordre inverse de maturité, si on veut. Donc, le bloc qui est le plus mature actuellement, d'un point de vue du TRL, c'est les capteurs quantiques. Je pense que c'est ce qui représente la meilleure opportunité de profit puis de percer le marché actuellement. Puis, c'est un peu aussi, de façon ironique, le marché qui voit le moins d'intérêt présentement de la part des investissements, puis où c'est le plus difficile de lever du capital si on veut aller voir des joueurs de capital de risque. La raison pour ça, c'est que les capteurs quantiques, en réalité, c'est un marché qui est extrêmement hétérogène. Donc, tu sais, un magnétomètre quantique va avoir plus en commun dans la façon que la business elle-même doit opérer avec un magnétomètre non quantique qu'avec une autre sorte de capteur quantique, mais qui est dans une industrie où qui s'attaque à une application complètement différente. Donc, à cause de ça, c'est un marché qui est, je crois, mal compris, mais un marché qui est très mûr pour ce qu'on appelle un disruption, puis pour l'avenue des capteurs quantiques. Donc, je pense que pour les PME qui sont actives dans le secteur, si vous avez un capteur quantique, c'est le bon moment pour le marché. Les investisseurs ne comprendront pas nécessairement votre pitch, mais les corporatifs et les clients vont y être réceptifs. Les communications quantiques, secteur un peu moins mature pour l'instant, mais où on voit de plus en plus de gens qui regardent le secteur avec intérêt. Les communications quantiques, tu as à la fois du hardware et du software, donc ce qu'on appelle le QKD, mais aussi tout ce qui est PQC. C'est un secteur où les gens se disent éventuellement, il va y avoir un besoin énorme, mais tout le monde attend un peu de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'ordinateur quantique. Donc, le jour où quelqu'un va réussir à rouler Shor's algorithm, puis va dire
la cryptographie classique est brisée, on doit passer à autre chose, la quantité de business qui va découler va être énorme. Ça va aller très, très vite lorsque ça va débouler. Mais je pense qu'on est encore à quelques années de ça. Pour l'instant, les entreprises ont investi beaucoup dans leurs infrastructures de cybersécurité et sont hésitantes à complètement renverser ça pour un risque qu'ils perçoivent encore comme étant potentiel. Donc, pour les communications quantiques, on parle d'un secteur où il va y avoir beaucoup d'intérêt, mais dans quelques années, puis ça va surtout venir sur le dos de ce qui va se passer en informatique quantique. L'informatique quantique est le secteur le moins mature, le TRL est encore très bas, mais c'est aussi le secteur qui voit le plus d'intérêt de la part des investisseurs et de loin. Puis, je pourrais parler un peu plus de ça plus tard. Quand on regarde un peu le landscape et qu'on essaie de voir, okay, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises quantiques qui sont en affaires aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y en a une quantité croissante. Il y a beaucoup d'entreprises en informatique quantique. Donc ça se passe rapidement. On en voit de plus en plus qui sortent et puis qui résoudent des petits problèmes en informatique quantique qui ont toutes des approches légèrement différentes parce que la bonne solution ou l'architecture qui va gagner est encore à définir. Ce qu'on se rend compte, c'est que si on regarde le bloc Quantum Sensors, donc les capteurs, c'est encore une très, très petite portion de l'industrie. Mais je pense que ce qu'il y a là aussi, c'est peut-être un problème d'un point de vue du tagging. Donc, la majorité des entreprises qui ont des capteurs quantiques sont peut-être hésitantes à s'identifier elles-mêmes comme telles. Je pense que ça représente, en gros, l'espèce de transition que le quantique est en train de vivre présentement, d'être perçu comme étant plus une science ou quelque chose qui est très, très épurant, très hypothétique, vers quelque chose qui est une technologie puis qui peut délivrer de la vraie valeur d'affaires. Puis je pense que cette transition-là est en train d'arriver présentement, puis qu'on va voir de plus en plus d'activités dans le secteur à travers tous les champs d'intérêt qui s'en viennent. Donc, je pense que ça va surprendre personne. L'investissement en quantique était essentiellement plus ou moins inexistant avant peut-être comme 2017-2018. Puis là, depuis 2020, on a vu une explosion absolue du capital qui vient en quantique. Il y a beaucoup de transactions qui se font, c'est des transactions qui sont très, très importantes. Il y a beaucoup d'argent présentement dans le marché du capital de risque qui se cherchent des projets à financer. Puis, ce qui s'est passé, c'est étant donné qu'on a atteint une telle masse critique d'argent puis qu'il y en a tellement dans l'industrie, ça a rendu de l'argent disponible pour des projets qui sont beaucoup plus risqués, beaucoup plus ambitieux qu'auparavant. Donc, l'informatique quantique s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment pour réussir à capter une grosse partie de ces capitaux-là qui cherchent à financer le plus gros et le plus ambitieux des projets disponibles. Donc, il y a quelques raisons pour lesquelles l'informatique quantique attire autant des capitaux. Je pense qu'une des raisons, c'est que le potentiel ici, ce n'est pas de capturer une partie d'une industrie existante ou d'une base de clients existants, c'est l'opportunité de créer une toute nouvelle industrie. Je crois que l'incertitude par rapport à ce que l'informatique quantique pourra un jour livrer comme valeur est perçue comme étant plus un positif qu'un négatif présentement par les investisseurs en se disant, bien, on sait que ça va générer plein de valeurs. Puis en plus, ça va probablement générer plein de valeurs qu'on n'est même pas capable d'imaginer aujourd'hui. L'autre avantage, c'est que la majorité des secteurs qui trouvent l'intérêt présentement au quantique puis s'y intéressent sont des secteurs où les entreprises sont très, très bien nantis. Donc, on parle des pharmaceutiques, des entreprises financières, donc les grandes banques. On parle aussi les entreprises de tech, donc les Google, Amazon de ce monde qui ont des milliards de dollars sur leur bilan. Et tout ça a généré beaucoup, beaucoup d'intérêt pour le secteur. À court terme, je pense que ça peut être difficile pour tout le monde qui opère dans les autres branches du quantique. Ceci étant dit, je pense qu'à long terme, ce qui va arriver, c'est que l'informatique quantique, le hype qu'on appelle, va probablement finir par se stabiliser un petit peu. Puis une partie de ce capital-là va avoir réalisé, c'est, comme je le disais auparavant, d'amener le quantique dans la perception des gens d'une science à une technologie. Puis ça va créer un niveau de confort avec le quantique. Donc, beaucoup d'investisseurs qui vont avoir développé la base de connaissances qui est nécessaire, qui vont s'être familiarisés avec le secteur, vont ensuite pouvoir se redistribuer tranquillement vers des opportunités en communication, en capteur et ainsi de suite. Donc, je pense que l'informatique quantique, si tu veux, c'est du point de vue d'une business qui est peut-être active dans un autre sous-secteur du quantique, peut être vu un peu comme un loss leader. C'est-à-dire, bon, ben, ils vont de l'avant, ils vont créer l'acceptation du marché, puis par la suite, il va y avoir des trickle-down effects qu'on appelle,
qui vont réussir à porter le reste du secteur. C'est juste une question de patience un petit peu, mais je crois que ce capital-là est là pour rester dans l'industrie. Très rapidement, des notes sur la façon dont les entreprises peuvent se financer. Je n'irai pas en plus de détails parce que Oli en a parlé plus tôt aujourd'hui, mais les programmes de défis de type Innovative Solutions Canada et IDEA sont une façon excellente de financer la business lorsqu'elle est en train de se starter puis qu'elle est à ces stades plus tôt. C'est des programmes qui vont aider les gens à focusser sur des problèmes qui sont réels, des clients qui sont sophistiqués, puis c'est du capital non dilutif. Donc, je vous encourage très, très fortement à regarder ça et essayer d'appliquer si c'est pertinent pour vous. La deuxième note que je vais mentionner, c'est, je pense que la majorité des entreprises sous-estiment la quantité de capital qui est nécessaire pour monter une entreprise de type quantique et puis aussi la vitesse à laquelle le capital va être nécessaire. Donc, ce que je vous encouragerais à faire, c'est essayer de lever plus de capital que ce que vous croyez que vous avez besoin, puis n'hésitez pas à retourner au marché assez souvent lorsque vous croyez que votre accès au capital est bon. Vous allez prendre un peu plus de dilution, ça peut être un peu pénible à court terme, mais à long terme, c'est vraiment l'espèce de trade-off d'avoir une plus petite portion d'une plus grosse tarte. C'est généralement payant pour l'entrepreneur, c'est bon pour l'entreprise, puis ça va vous permettre d'être compétitif à une échelle globale plutôt que juste à une échelle domestique. Puis, sur le point d'être compétitif à une échelle globale, l'autre point à noter, c'est si on essaye de se partir une business au Canada, c'est absolument faisable, mais il faut toujours être tourné vers le monde. Puis je pense qu'on voit ça aussi dans les levées de capitaux. Une fois qu'une entreprise atteint la série B au Canada, si elle essaie de se financer encore uniquement au Canada et qu'elle ne regarde pas à l'étranger, qu'elle n'est pas prête à laisser rentrer d'autres investisseurs dans son histoire, la croissance tend à diminuer d'une façon assez significative. Donc, bâtissez votre business au Canada, utilisez des investisseurs locaux, mais n'hésitez pas à aller chercher les meilleurs investisseurs au monde, les clients avec les besoins les plus sophistiqués. Ils vont parfois être en Europe, parfois aux États-Unis, parfois au Japon, en Corée du Sud, peu importe c'est où, mais ayez une vision globale, ayez une vision ambitieuse. Les technologies quantiques sont très disruptives. C'est des technologies de prochaine génération qui peuvent avoir un impact autour du monde. Puis je vous inviterai à refléter ça dans la façon dont vous pensez à votre financement et à accroître votre business. Donc, merci pour m'avoir écouté aujourd'hui. Puis, je serai ici pour prendre des questions plus tard, si jamais quelqu'un qui souhaite. Oui, merci beaucoup, Charles, pour ce beau portrait de l'aspect plutôt de côté financier d'entreprise. Une très, très belle cartographie aussi. On voit beaucoup d'entreprises, encore d'autres entreprises canadiennes qui n'apparaissaient pas là, il commence à manquer de place là, dans les planches de noms d'entreprises. On en a d'autres aussi qu'on voit au Canada émerger et qu'on espère voir entrer dans ces exercices de financement. Alors, merci encore. Et puis, encore une fois, vous pourrez discuter avec Charles après la prochaine présentation. Et on a un autre message de félicitations dans le chat aussi. Alors, on va passer à notre dernière présentation. Donc, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Éric Martin de la firme Emergex et qui va nous parler aussi d'une autre source de fonds disponibles pour les entreprises. Donc, le mécanisme des crédits d'impôt au fédéral, les RSED, les crédits d'impôt de recherche scientifique et de développement expérimental. Donc, Éric, je te cède la parole. Merci. Je vais partager mon écran. Alors, le sujet, c'est les crédits d'impôt à la RSE2 pour les contrats de recherche universitaire. Merci de nous donner l'opportunité de vous présenter le sujet des contrats de recherche universitaire. J'étais très excité quand on m'a parlé de présenter le sujet. C'est un sujet très intéressant et j'ai pu accompagner plusieurs de nos clients en lien avec des contrats de recherche universitaire. Par contre, quand j'ai su que j'ai juste 10 minutes pour vous présenter le sujet, je me disais que c'était pas mal une mission impossible, comme il y a quand même beaucoup de matières pertinentes. Pour répondre à vos besoins, j'ai décidé d'inclure toute la matière que je trouve pertinente dans mes diapositives qui peuvent vous servir comme référence plus tard. Allons-y. Qui sommes-nous, Emergex? Nous sommes une firme spécialisée dans le domaine de RSE2, CDE et Paris. On est une équipe de 15 employés et consultants. Nous sommes surtout des informaticiens et des ingénieurs pour bien comprendre des projets technologiques.
Moi, je suis directeur de services professionnels chez Amergex. J'ai 15 ans d'expérience dans le domaine de RSE2E. Je m'occupe des aspects financiers et fiscaux des réclamations de RSE2E. J'ai travaillé déjà sur des centaines de dossiers. Je commence avec les réponses à la question qui vous importe sûrement le plus. Est-ce qu'on peut recevoir des crédits d'impôt de R&D sur des contrats de recherche universitaire? La réponse, c'est oui. À combien de crédits d'impôt je peux m'attendre? Jusqu'à 43,6 % de la valeur du contrat. Même si on ne fait pas de recherche soi-même? Bien oui. Comment le fédéral définit un contrat de recherche universitaire? C'est un paiement que vous avez fait à une université, un collège, un institut de recherche ou autre organisation semblable pour des travaux de RSE2E effectués au Canada qui sont en rapport avec votre entreprise et vous devez être en droit d'exploiter les résultats de la RSE2E. Et voilà la définition du provincial qui est un petit peu différente. Un contrat que vous avez conclu avec une entité universitaire admissible pour qu'elle effectue elle-même au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant votre entreprise et que les résultats peuvent être utilisés par vous. Comment demander les crédits? La demande de crédit se fait à travers la déclaration de revenus de société. Au fédéral avec les annexes T661 et T1263, au provincial avec la RD 222 et la RD 1029.8.6. Voici un exemple concret du détail du calcul des crédits, surtout pour les financiers de notre groupe ce matin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut chercher jusqu'à 43 600 $ sur un contrat de 100 000 $. Au provincial, 80% du montant du contrat de recherche peut être une dépense de R&D admissible au crédit d'impôt, au taux de 30%, ce qui donne 24 000 de crédit du Québec. Au fédéral, c'est aussi 80% du montant du contrat, mais il faut déduire le montant des crédits reçus au provincial. Le fédéral considère le crédit du provincial comme une aide gouvernementale à déduire des dépenses. Ça laisse 56 000 à 35% pour un total de 19 600 $ du fédéral. Combiné, ça donne un gros 43 600 $. Voici un exemple d'un calcul du crédit de R&D pour un contrat de recherche qui ne se qualifie pas comme contrat de recherche universitaire, par exemple, parce que ce n'est pas une entité universitaire admissible. Au provincial, c'est 50% du montant du contrat de recherche qui est une dépense de R&D admissible, autour de 30%. Et il faut déduire le seuil d'exclusion de 50 000 $. Le provincial ne donne pas de crédit sur le premier 50 000 $ de dépenses. Ça donne 25 000 $ à 30% pour 7 500 de crédit. Au fédéral, on reste à 80% du montant. Il faut déduire le montant des crédits reçus au provincial. Ça laisse 72 500 $ à 35% pour un total de 25 375. Combiné 32 875. La conclusion, c'est un contrat de recherche universitaire est plus intéressant qu'un contrat de R&D. On a 80% au lieu de 50% des dépenses qui sont admissibles. On n'a pas de seuil d'exclusion au Québec. Pas de nécessité de faire une description technique du projet pour le fédéral. Moins de risques de coupure en vérification. Puis c'est juste des questions financières contractuelles à gérer avec l'Agence du revenu du Canada et puis Revenu Québec. Dans les 2 dernières années, le Québec a annoncé 2 changements intéressants. En 2021, l'élimination de la nécessité d'obtenir une décision anticipée. Le processus devient plus simple et puis il y a une échéance de mois. Par contre, c'est Revenu Québec qui vérifie lors de la vérification de déclaration de revenus si les contrats et les dépenses respectent les exigences.
Depuis 2022, il y a plus de seuil d'exclusion pour le contrat de recherche universitaire. C'est très intéressant pour les entreprises qui ne réclament pas d'autres crédits de R&D. Voici une liste d'enjeux potentiels en lien avec la qualification d'un contrat et l'identification de dépenses admissibles pour le calcul de crédit. Première question, université admissible, charge de recherche autre. Chercheur principal ne doit pas être désigné comme une partie au contrat. Étudiant stagiaire ne doit pas être désigné nommément dans le contrat. Sous-traitance honoraire, on est plafonné à maximal 10% au Québec. Rémunération du chercheur, est-ce qu'il reçoit un salaire? Est-ce qu'il reçoit des honoraires? Est-ce qu'il est dans le budget? Bourses d'études et subventions de recherche, ils sont à déduire des dépenses de RSE2. Propriété intellectuelle, comme je l'expliquais tantôt, il faut être en mesure d'utiliser les résultats des travaux de recherche, par exemple avec des rapports d'étape, des rapports finaux, propriété intellectuelle ou licence relativement à l'utilisation de la propriété intellectuelle. Si on n'a aucun rapport, seulement l'option de la licence, on n'est pas en mesure d'utiliser les résultats. Les paiements, il faut avoir des paiements directement à l'entité universitaire. Puis le sujet de paiement en nature est particulier. Et puis, le budget, il faut avoir un budget détaillé parce que certaines dépenses dans le budget ne peuvent pas être admissibles comme dépenses de RSE2. Et pour finir ma présentation, voici mes recommandations. Informez l'entité universitaire, le centre de recherche public ou le consortium de recherche que vous avez l'intention de réclamer le crédit d'impôt pour la recherche universitaire. Confirmez que c'est une entité admissible. Validez les termes du contrat qui peuvent avoir une incidence sur les crédits et discutez-les avec l'entité universitaire. Analysez le budget pour identifier des enjeux potentiels. Puis faites appel à un expert si vous avez des doutes. Et voilà, ça conclut ma présentation. Et puis je pense que j'ai pas mal respecté mon budget de 10 minutes. N'hésitez surtout pas de nous contacter pour toute question. Puis moi aussi, je vais être disponible tantôt à la table pour répondre à vos questions s'il y en a. Oui, merci beaucoup, M. Martin, pour cette présentation bien ciblée et très pertinente. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va maintenant conclure cette partie de notre journée, la partie des présentations. Et puis, lorsqu'on va désactiver le mode présentation, on va retomber dans l'espace de discussion avec les tables virtuelles. Et nous allons laisser la plateforme activée pendant au moins jusqu'à midi, et puis encore plus si vous voulez continuer à discuter entre vous ou avec nos présentateurs. Alors sur ce, je vais remercier encore une fois tous nos présentateurs aujourd'hui et merci à tout l'auditoire aussi pour avoir assisté. Et on va continuer à organiser ce genre d'événements et puis continuer à participer. C'est très apprécié. Au revoir tout le monde, bonne journée.